ce soir, on va parler de vin rouge. Ceux qui étaient là jeudi dernier sur Instagram, on a fait un live avec Boris Desbourdes, qui est viticulteur à Chinon. Et du coup, on a beaucoup parlé de Cabernet Franc. Alors, on va continuer un peu dans cette lignée en parlant cette fois des inséparables Cabernet Sauvignon et Merlot. C'est un peu les Dupont et Dupont du vin rouge. On les trouve toujours ensemble, ils sont vraiment inséparables ces deux-là. Parfois il y en a un qui est un peu plus là, parfois il y en a un autre qui est un peu plus là, mais ils sont jamais vraiment loin l'un de l'autre. En tout cas, partons sur la route du Cabernet Sauvignon et du Merlot, les Dupont et Dupont du vin. Alors, on va commencer par le Cabernet Sauvignon. Alors, c'est un cépage qui fait des vins très charpentés. Charpentés, corsés, plutôt aptes à la garde, assez souvent épicés. Et on lui trouve des arômes de fruits noirs. En fait, il met un petit peu de temps à mûrir. C'est pas un pressé. Il est même plutôt... il arrive à peu près 15 jours après son copain le Merlot. Et il a des arômes de fruits noirs. Ça sent souvent le cassis, la cerise noire. Vous savez, la cerise avec la peau quasiment toute noire. Il y a des arômes de réglisse, on trouve des arômes un peu mentholés, d'eucalyptus, plein d'épices selon les endroits. Et quand il est un petit peu plus évolué, parce que c'est vraiment un cépage qui est très apte à la garde, à ce moment-là, on trouve toute une palette d'arômes, beaucoup de sous-bois, de cuir, parfois même de tabac, de boîte à épices. Quand on ouvre une boîte à épices et qu'on met son nez dedans, il y a tout un tas de parfums évocateurs, de tout un tas de trucs qui sortent. Et c'est assez merveilleux pour ça. Et puis le Cabernet Sauvignon, il faut savoir que c'est le premier cépage rouge planté au monde. Donc c'est une star, hein, il faut le dire. C'est vraiment un cépage très connu qui s'adapte à plein d'endroits différents. C'est surtout pour ça qu'on le retrouve beaucoup planté dans le monde. Après, on a son copain le Merlot. Alors le Merlot, lui, ses arômes, c'est plutôt des arômes de fruits rouges. Il est moins sombre, moins concentré. Il a plus des arômes de fruits rouges. Ça sent souvent la fraise, ça sent la framboise bien mûre, la myrtille, la prune aussi beaucoup. Et puis avec des petites pointes florales, on peut trouver des arômes de violette. Et d'épices aussi. Et lui, il est beaucoup plus précoce. Il arrive quasiment 15 jours avant le Cabernet Sauvignon. Donc dans les régions où on l'utilise tous les deux, ça permet de ramasser le Merlot, de le mettre dans les cuves et ensuite d'aller chercher les Cabernet Sauvignon pour les vinifier à leur tour avant les assemblages et l'élevage ensuite. Donc c'est intéressant de voir que l'un et l'autre sont assez différents. Le Merlot, contrairement au Cabernet Sauvignon, je vous ai dit qu'il était très charpenté, plutôt corsé. Voilà, il met un petit peu de temps à s'épanouir. Le Merlot, lui, alors c'est tout de suite rond, tout de suite soyeux, plutôt, on va dire, enveloppé comme genre de cépage. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'un avec l'autre, ils vont très bien ensemble. C'est pour ça que je les appelle les Dupont et Dupont du vin rouge. Donc on en a un qui est corsé, qui est un peu costaud, charpenté, et puis l'autre, beaucoup plus rond, beaucoup plus lisse, qui va un peu arrondir les angles et lisser le Cabernet Sauvignon. Donc c'est intéressant
intéressant de voir que chacun a un rôle à jouer et qui sont vraiment très très intéressants. L'un et l'autre, séparément et ensemble. Alors, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Je les vois là défiler. Je vous vois tous, je vois qui est là et ça me fait plaisir de voir un peu des têtes connues et puis d'autres que je ne connais pas encore. Donc ça va me faire plaisir de vous rencontrer petit à petit. En tout cas, n'hésitez pas, on parle de Cabernet Sauvignon et de Merlot séparément et ensemble. Alors, on va continuer avec où on trouve ces vins. Alors, bien sûr, on ne peut pas parler de ces deux cépages sans évoquer évidemment le vignoble bordelais. Évidemment, c'est là qu'on les trouve majoritairement. À Bordeaux, on fait 88% de vin rouge et le Merlot et le Cabernet Sauvignon sont les cépages majoritaires dans ces vins rouges. Donc évidemment, il y en a beaucoup. Mais il y a surtout beaucoup de Merlot. C'est à peu près 60% de l'encépagement de vin rouge à Bordeaux. Et ça, c'est surtout lié au fait que dans l'entre-deux-mers, donc à Bordeaux, il y a la rive gauche, donc entre le Pacifique et la Gironde. Et puis ensuite, il y a la rive droite. Et puis, ça fait comme deux bras, comme ça. Et à l'intérieur de ces deux bras, entre la Garonne et la Dordogne, entre ces deux bras, on appelle ça l'entre-deux-mers. Et c'est là qu'on trouve la majorité de la production des vins de Bordeaux. Et c'est l'endroit où on trouve tous ces Bordeaux, faciles à boire, très, très sur le fruit, ronds, qu'on déguste jeunes, qui ne sont pas forcément des vins de garde, mais qui sont vraiment superbes à déguster rapidement, dans la simplicité, voilà. Et la majorité des vins rouges de cet endroit sont faits avec du merlot. Parce que le merlot étant moins tannique que son grand copain, le Cabernet Sauvignon, ça permet d'avoir beaucoup plus de cette souplesse dont on a besoin dès le départ pour boire les vins tout de suite, sans avoir à attendre que les tanins se soient un petit peu assagis ou domptés. Donc c'est bien à Bordeaux qu'on va retrouver la plupart de ces vins de Cabernet Sauvignon et de Merlot, la majorité étant du Merlot et la majorité du Merlot étant dans l'entre-deux-mers. Et puis ensuite, en allant un petit peu vers la rive gauche, il y a la région des Graves. Et la région des Graves, elle s'appelle comme ça parce que par terre, il y a ces petits graviers blancs, ces petits cailloux blancs. Je ne sais pas si c'est là que le petit Pousset est venu se servir, mais en tout cas, il y en a plein les vignes. On en trouve aussi dans le Médoc. Mais en tout cas, ces petits graviers, servent à réfléchir la lumière et à donner la maturité au raisin. Et dans les Graves, il y a surtout des vins rouges, il y a un petit peu de vin blanc aussi, magnifique, avec une petite appellation à l'intérieur des Graves, une petite appellation qui s'appelle Pessac-Léognan, qui fait déjà des vins très, très premium, beaucoup plus premium. En tout cas, dans ces Graves, on utilise le Merlot et le Cabernet Sauvignon. Je prends cet exemple parce que c'est souvent à part égale. Il y a autant de Merlot que de Cabernet Sauvignon. C'est souvent des 50-50, 50-50, Merlot, Cabernet Sauvignon. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit qu'avec moitié-moitié, chacun apporte exactement ce qu'il a à apporter. C'est-à-dire, l'un sa rondeur, son fruité et son côté un peu enrobant, et puis l'autre sa structure, et puis les arômes qui se complètent l'un avec l'autre. Donc là, on a un peu, pour ceux qui font des 50-50 comme ça, on a un petit peu le meilleur de chacun des cépages et l'équilibre de l'un et de l'autre. Et puis les vins de Graves, ils ont une petite particularité aromatique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet arôme un peu de terre. On sent que le terroir donne une impulsion assez marquée à ces vins. Et puis en remontant en direction de l'estuaire de la Gironde, c'est là où on a, au-delà de la ville de Bordeaux, en remontant, on a la partie du Médoc qui est coupée en Médoc, au Médoc
Et on dit Médoc, en fait ça s'appelait le bas Médoc, mais ça n'avait pas tellement bien, donc on a enlevé le bas, on a gardé que Médoc. Mais en tout cas, là, on a quasiment 50 km jusqu'à un petit peu plus, jusqu'à l'estuaire de la Gironde, de ces terres de graves. Qui font ensuite, qui font vraiment la part belle plutôt au Cabernet Sauvignon. En fait, dans cette partie du vignoble bordelais, il y a plus de Cabernet Sauvignon que de Merlot. Parce que le Cabernet Sauvignon aime ces terres de graves. Alors évidemment, plus on est vers la rivière, le fleuve, pardon, plus on est vers le fleuve et plus on ressent ces petites gravées, ces petites alluvions qui donnent du goût au vin. Et vous savez certainement que les vins du Médoc sont des vins qui sont quand même assez corsés, assez charpentés. Et souvent on dit qu'il faut attendre un petit peu avant de les déguster, qu'il faut les mettre en cave quelques années, etc. Parce qu'il y a une majorité de Cabernet Sauvignon dans l'assemblage. Plus on ajoute de Merlot et plus on va pouvoir les boire rapidement. Et on voit un petit peu que la tendance étant, puisque les gens conservent moins longtemps les vins en cave, qu'en fait la proportion de Merlot, elle grignote un petit peu la proportion de Cabernet Sauvignon. Il n'y a vraiment que les grands crus classés qui sont vraiment des vins de garde, qui sont conçus comme étant des vins de garde. Il y a vraiment pratiquement que ces grands vins qui sont une petite partie de la production, mais qui sont un peu la locomotive et un peu le modèle pour tous les autres producteurs. Mais en tout cas, ils utilisent une grande partie de Cabernet Sauvignon qui complète par du Merlot, en ajoutant parfois un tout petit peu de Cabernet Franc qui sert un peu comme une épice qu'on ajouterait dans un plat. Le Cabernet Franc, ça fait comme un petit éclat à la fois au niveau des arômes et puis un petit côté un petit peu épicé, très raffiné et très puissant en goût et en arôme. Mais voilà, majoritairement Cabernet Sauvignon, minoritairement Merlot, voilà, qui est là pour quand même arrondir un petit peu les angles. On ne trouve pas finalement de pur Cabernet Sauvignon, alors qu'on peut trouver des purs Merlot. Mais en Cabernet Sauvignon, il faudrait vraiment un peu s'accrocher. On le voit quand on déguste directement les cabernets avant les assemblages, seulement les cabernets et seulement les merlots. On voit bien que le cabernet a vraiment une force tannique ultra puissante. Donc voilà, tout est une question de mesure. Le travail d'assemblage, ça se fait vraiment quasiment à la pipette. On fait plein d'essais, c'est comme un atelier d'assemblage. On convoque l'œnologue conseil, le maître de chai, les cavistes, tous les gens qui ont un impact dans la production de la propriété dont il est question. Et donc, on fait des essais, donc on met tant de tel cépage, on ajoute un petit peu, puis dans une autre pipette, et puis on goûte, on fait des tests, on dit ça va bien, il faut avoir quand même une vision dans l'avenir en disant oui, alors une fois qu'il sera mis en bouteille, il aura plutôt tel goût, voilà, il y a tout un tas de... on pourrait appeler ça d'historique organoleptique de chaque propriété. Et puis on fait les assemblages et là on fixe finalement ce que sera le vin au moment de l'élevage, puis de la mise en bouteille, etc. C'est un travail un peu engageant, à haute responsabilité. Effectivement, c'est pas facile à faire, mais voilà, c'est ce qui donne la personnalité de chaque propriété. Alors, après la rive gauche, donc là, dans la rive gauche, on a le Médoc et le Haut-Médoc, et puis il y a toutes les appellations communales. Plus on monte, plus on les trouve, elles sont un peu regroupées. Ça commence par Margaux, il y a Margaux, il y a l'Istrac-Médoc un peu plus à l'ouest de Margaux, et puis on remonte et il y a Saint-Julien, et il y a Pauillac, et il y a Saint-Estèphe, et chacun a sa personnalité, et puis c'est là où il y a les grands châteaux hyper connus, qui sont un peu les ambassadeurs du Médoc, et évidemment
c'est hyper intéressant de voir de quelle manière l'histoire a forgé ces identités. C'est de l'histoire, hein, c'est un mélange d'histoire et de goût en même temps. C'est passionnant, on aura sûrement l'occasion d'en reparler à d'autres moments. En tout cas, le sujet est là plus au cépage qu'à l'historique des grands crus classés, même si c'est hyper intéressant aussi. Et puis de l'autre côté, quand on traverse le fleuve, on arrive à l'endroit qu'on appelle la rive droite. Et la rive droite, ce sont les appellations qui se trouvent autour du Libournais, c'est-à-dire Pomerol, Saint-Émilion, Fronsac, Canon-Fronsac, et puis tous les satellites de Saint-Émilion autour, Lussac-Saint-Émilion, Saint-Georges-Saint-Émilion, etc. Et puis les côtes de Castillon, et puis après on retrouve des appellations plus régionales. Mais en tout cas, de ce côté du Bordelais, dans la rive droite, eh bien c'est là qu'on a une majorité de merlot. Et ça fait un peu comme quelque chose d'un peu bizarre, mais le Cabernet Sauvignon disparaît. On ne le trouve plus, il est remplacé par le Cabernet Franc, qui préfère la rive droite à la rive gauche. Et là, on le retrouve dans des proportions assez importantes, alors que rive gauche, on avait des proportions majoritaires de Cabernet Sauvignon. Là, le Cabernet Sauvignon disparaît et est remplacé par le Cabernet Franc en assemblage avec le Merlot. On est toujours dans des terres d'assemblage, il y a quelques très rares exceptions où il y a que du Merlot, ou 95%, mais il y a majoritairement du Merlot complété par du Cabernet Franc. Alors après, on retrouve des petites doses de Malbec, etc., de petits verres d'eau, bien sûr. Aussi, c'est des petits cépages à épices, on va dire. Comme j'ai dit tout à l'heure pour le Cabernet Franc dans le Médoc, c'est les petites épices qu'on rajoute en plus et qui donnent un petit truc de personnalité, de personnalité supplémentaire. Alors, je regarde en même temps les questions que vous posez. Bonsoir tout le monde, ceux à qui j'ai pas dit bonsoir tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ceux qui ne connaissaient pas encore. Alors, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Je vais continuer à balayer un petit peu le terrain de jeu de ces deux cépages complémentaires. Hein, ces deux meilleurs copains. Donc, on parlait du Bordelais. Bon, c'est sûr que là, on a vraiment le royaume de ces deux cépages qui sont là bien implantés. Avec, comme je disais tout à l'heure, un petit basculement du Merlot qui prend un peu plus de place au fur et à mesure des assemblages, au fur et à mesure des replantations, parce qu'il est plus facile à déguster jeune et que les consommateurs ont assez peu soit de patience, soit de place, tout simplement pour conserver les vins. Il faut quand même avoir une cave pour que ça se passe bien, sinon ça risque de poser des petits soucis. Alors, où est-ce qu'on trouve ce Cabernet Sauvignon et ce Merlot? Je vous laisse dire un petit peu. C'est à vous de me dire où on peut en trouver, à part Bordeaux. Je vous laisse 2 secondes, le temps de réfléchir et de fouiller un peu dans vos mémoires. Quels sont les autres Cabernet ou Merlot que vous avez dégustés et d'où venaient-ils s'ils n'étaient pas bordelais? Dites-moi. Je sais qu'il y a un tout petit décalage, donc je vous laisse arriver avec vos réponses. C'est pas une interro surprise, je vous rassure, vous ne serez pas noté, mais n'hésitez pas quand même à dire pardon, et ensuite à poser vos questions. Je vous attends, parce qu'après, on a quand même une dégustation à faire. Alors, dites-moi, où est-ce qu'on trouve du Cabernet Sauvignon? Pas forcément qu'en France. Ah, en Anjou. Mais oui, absolument. Alors, on va les prendre un par un.
En Anjou, oui, absolument. Par contre, il n'est jamais majoritaire. Il y a toujours du Cabernet Franc. Et puis parfois, une petite pointe de Cabernet Sauvignon, à condition qu'il soit bien mûr. Le souci avec le Cabernet, c'est que quand il n'est pas assez mûr, eh bien, ça sent le poivron vert. Et le poivron vert, ça fait partie des arômes végétaux qu'on n'a pas forcément envie de trouver dans le vin. Donc voilà, si on arrive à le faire mûrir au maximum, ça devient magnifique. Si c'est un peu en sous-maturité, c'est d'ailleurs pareil pour le Cabernet Franc, hein, même le Merlot, hein, on retrouve ces arômes un peu haricots verts, poivrons verts. C'est pas ce qu'on attend vraiment à trouver comme arôme dans le vin. Donc oui, on en joue, Louise, absolument. Lucas propose la Californie, mais oui, bien sûr qu'il y a du Cabernet Sauvignon en Californie. Il y en a même beaucoup. Ça fait partie des... Je vous disais tout à l'heure, hein, le Cabernet et le Merlot aussi d'ailleurs sont des cépages très 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 plantés. Et vous savez, la Californie, c'est le 4e pays producteur de vin en volume après la France, l'Italie et l'Espagne. Donc c'est effectivement un énorme producteur de vin. Et comme il y fait chaud, majoritairement, eh bien on trouve beaucoup de ces cépages qui aiment le soleil, qui aiment la chaleur, qui ont besoin de la chaleur pour mûrir correctement. Donc effectivement, il y a du Cabernet Sauvignon, il y a du Merlot. Les Merlots principalement pour les vins assez faciles à boire parce qu'ils sont moins tanniques. Et le Cabernet Sauvignon, utilisé seul, hein, l'un et l'autre sont souvent utilisés seuls. Il y a suffisamment de soleil pour que les angles soient suffisamment arrondis. Mais on trouve aussi des très beaux assemblages à base de Cabernet Sauvignon majoritaire dans la Napa Valley, qui n'est que 4% de toute la production californienne, hein, mais qui produit les vins les plus chers, les plus haut de gamme, les plus premium, les plus aboutis, les plus ambitieux, etc. Dans la Napa Valley. Et le Cabernet Sauvignon est majoritaire. C'est vraiment un endroit où il se plaît énormément. Et ils utilisent les meilleurs clones. Enfin bref, c'est de la haute couture, principalement de Cabernet, avec aussi du Merlot, parfois un tout petit peu en assemblage. Les assemblages, là-bas, ils n'appellent pas ça assemblage, ils appellent ça meritage. Ça veut dire assemblage. Sinon, les vins sont plutôt identifiés sous le nom de chaque cépage. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me proposez d'autre comme ça, c'était Lucas, la Californie. Je suis désolée, je suis bavarde. En Charente aussi, absolument. Oui, oui, il y a du Cabernet Sauvignon en Charente. C'est juste au sud de la vallée de la Loire. Donc, il y a une partie des mêmes cépages qu'on retrouve. Germain dit le Languedoc-Roussillon, mais bien sûr. Et un petit peu plus haut, j'avais les IGP Pays d'Oc, Jérémy, absolument. Le gros avantage de cette appellation un peu large qui englobe beaucoup de choses en IGP Pays d'Oc, c'est qu'on a le droit d'utiliser quasiment ce qu'on veut comme cépage. Il y a une beaucoup plus grande liberté que dans les AOC, les AOP. Et donc, ça donne le choix, finalement. En plus, il y a du soleil. Donc, le soleil, ça lisse, ça arrondit les angles, comme je disais tout à l'heure. Ça fait un peu de tampon contre la verdeur qu'on aurait quand c'est pas assez mûr, ou bien contre le fait qu'il soit tout seul. Et donc, on arrive à identifier sur l'étiquette Cabernet Sauvignon, Merlot, mais c'est valable pour tous les cépages. Et pour le consommateur, c'est quand même assez facile à identifier quand il y a écrit exactement de quoi il s'agit sur l'étiquette. Parce que Pays d'Oc rouge, ben, ça pourrait être plein de choses différentes. Donc voilà, quand c'est pas en assemblage, que c'est en monocépage, et ben c'est super
l'avoir écrit sur l'étiquette. Donc oui, en Pays d'Oc, absolument. Et puis on en trouve effectivement, hein, par-ci, par-là, à droite, à gauche. Et en Europe, dans quel autre pays on trouve en Europe ces cépages? Il y a Leonardo, qui d'ailleurs a commandé son livre et qui va bientôt arriver. La poste est très lente en ce moment. Voilà, ça a été envoyé, je vois la question, mais il va arriver. En tout cas, oui, on en trouve un petit peu au Portugal, hein. Le côté fabuleux du Portugal, c'est qu'ils ont su rester avec leurs cépages autochtones, c'est-à-dire des cépages qui sont vraiment adaptés à l'endroit. Et quand même, on trouve un peu de Syrah, un peu de Merlot, voilà. Ça, les producteurs ont envie ils se disent qu'en plantant et en vendant des cépages plus internationaux, qui sont toujours des cépages français, mais ce sera plus facile à vendre parce que les gens vont les reconnaître. Mais la grande force de ce genre de pays producteurs, c'est leur cépage autochtone. Moi, je suis une grande fan de rester où vous êtes et montrez-nous le meilleur de ce que vous pouvez faire en tant que cépage à l'endroit où dans leur berceau, vraiment. C'est ça qui est super. Je complète aussi par l'Italie. Vous savez, en Toscane, on utilise principalement le Sangiovese dans toute la Toscane. Mais il y a une mode un petit peu en même temps que les vins de garage à Saint-Émilion, il y a quelques années, où les producteurs un peu haut de gamme ont eu envie de faire des vins, disons de grimper d'un cran dans leurs vins. Et au lieu d'utiliser les cépages autochtones de la région de la Toscane, eh ben, ils ont planté notamment du Cabernet Sauvignon, Merlot aussi, pour faire ce qu'ils ont appelé les super toscans. Et donc voilà, c'est un peu comme une petite niche à part. Mais voilà, du coup, il y a ces cépages-là. En Espagne aussi, hein, dans la Mancha, qui est un peu le Languedoc-Roussillon de la France, mais en Espagne, où on trouve beaucoup de vins de cépages assez simples, en vins de cépages, hein, en appellation Tierra de la Mancha. Donc c'est vraiment un peu le générique, on va dire. Là, il y a pas mal de Merlot aussi, et de Cabernet Sauvignon, parce qu'ils font des monocépages. Et puis, à part la Californie, attendez, je regarde vos questions et vos réponses. À part la Californie, dans le Nouveau Monde, il y a quoi d'autre? Pendant ce temps-là, je vois qu'il y a écrit, Jérémy dit Malpère. Malpère, absolument, c'est une appellation du Languedoc qui a le droit d'utiliser les cépages atlantiques et les cépages méditerranéens, un peu comme Cabardès d'ailleurs. Et ça c'est intéressant parce que il y a les cépages atlantiques, hein, qui apportent un peu la fraîcheur, la délicatesse, et puis les cépages méditerranéens qui arrondissent, qui apportent un peu leur force ensoleillée, on va dire. Donc oui, très 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 bien. Malpère et Cabardès. Alors, dites-moi, Afrique du Sud, mais oui, Jérémy, j'avais bien compris que c'était l'autocorrecteur, c'est pour ça que je me suis permise de dire Cabardès. Cabrières, c'est aussi une appellation du Languedoc, mais qui n'utilise pas les cépages bordelais. Alors, Louise dit Afrique du Sud. Oui, absolument. En Afrique du Sud, il y a beaucoup de soleil. Et bien sûr, c'est des cépages qui aiment le soleil. Donc forcément, on les trouve en Afrique du Sud, pardon, je bafouille. C'est surtout dans la région de Stellenbosch, pas loin du Cap, qu'on trouve ces Cabernet Sauvignon principalement. Alors,
ça grimpe en alcool, hein. On a assez facilement 15 degrés d'alcool parce qu'il fait chaud, hein. Et c'est vrai qu'en Afrique du Sud, comme partout dans les pays du Nouveau Monde, on cherche à planter aux endroits où il y a le plus de fraîcheur. Donc soit c'est un petit coteau, un petit peu en coteau parce que ça fait un peu d'altitude, donc les nuits sont plus fraîches, ça équilibre un petit peu l'acidité dans les raisins, ou alors tout proche de la mer, parce que ça, les brises marines, les vents marins, ça rafraîchit aussi. Donc oui, effectivement, en Afrique du Sud, il y a beaucoup de Cabernet Sauvignon, et principalement à Stellenbosch. Où est-ce qu'on en trouve d'autres? En Australie, absolument, bien sûr, en Australie. Il y a plusieurs endroits, évidemment, où on fait de très très beaux. On parle peut-être plus de Cabernet Sauvignon que de Merlot. Les Merlots, c'est peut-être dans les vins de marque, hein, Yellowtail ou ce genre de marques qui font des monocépages en vin assez simple, dans la partie sud-est, hein, dans toute la South-East Australia. Là, on trouve tous les vins de marque, mais il y a aussi des endroits particulièrement qualitatifs qui se sont fait un peu une spécialité de certains cépages. Dans le cas du Cabernet Sauvignon, c'est la zone viticole de Coonawarra qui est vraiment vraiment spécialisée dans des magnifiques Cabernet Sauvignon, mais très riches, très opulents, avec énormément de ce cassis qui ressort presque quasiment comme de la liqueur de cassis, tellement c'est dense et épais et riche et enveloppant, suave. Voilà, c'est tout à fait ce style-là qui fait d'ailleurs des vins d'assez bonne garde parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de tanins, il y a beaucoup d'alcool. Voilà, vous voyez, tout est en plus, et du coup ça fait des vins qui sont d'assez bonne garde et plutôt haut de gamme. Hein. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans les autres pays du Nouveau Monde? Bien sûr, en Argentine aussi, hein, dans les hauts plateaux de Mendoza, là-haut, bien sûr, il y a surtout du Malbec, mais il y a aussi, bien sûr, des Cabernet Sauvignon. Il y a aussi des très beaux vins d'assemblage qui utilisent le Malbec et le Cabernet Sauvignon avec d'autres cépages aussi, pourquoi pas, puisque les règles finalement elles sont tout à fait libres, on fait ce qu'on veut en assemblage, hein. On n'ira pas mettre de la Syrah dans le Médoc, évidemment, ça c'est totalement interdit, mais qui empêche un producteur de Mendoza de décider qu'il a envie de mettre un peu de Syrah dans son assemblage de Malbec et de Cabernet Sauvignon, c'est tout à fait faisable s'il juge que ça fait un vin avec sa personnalité. Voilà. Qui est-ce qui va me donner une... Ah, merci Louise, j'attendais quand quelqu'un dise Chili. Parce qu'effectivement, au Chili, ah, ça c'est un peu une histoire rigolote, parce qu'au Chili, on avait planté beaucoup de merlot. Mais beaucoup, vraiment, c'était devenu un cépage majoritaire. Et puis, il y a quelques années, bon, il y a quelques dizaines d'années maintenant, on s'est rendu compte que tout le merlot qu'on avait planté et qu'on vendait sous forme de merlot, évidemment, sur la bouteille, c'était écrit merlot, eh bien, on s'est rendu compte que ce merlot, eh bien, ce n'était pas du merlot. Finalement, il y a un ampélographe, hein, c'est la science des cépages, qui s'est un peu penché là-dessus et qui a dit, mais c'est pas du merlot. C'est pas du merlot, c'est un autre cépage bordelais, d'origine bordelaise, qu'on n'utilise plus à Bordeaux. Il doit en rester quelques hectares, histoire de dire que c'était un cépage historique et qu'on en a encore un petit peu, mais c'est un cépage qu'on n'utilisait plus du tout à Bordeaux et qui était parti dans les valises des immigrants. Il y a beaucoup d'immigrants français en Amérique du Sud, hein, et beaucoup au Chili. Et finalement, ils étaient partis avec leur propre... enfin, ce qu'ils connaissaient. Ils ont planté les cépages de leur connaissance. Et bien, c'était pas du merlot, c'était du carméner. Et le carméner, c'est un cousin, hein, ils se ressemblent beaucoup. Mais du coup, la profession s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on s'est trompé,
Et puis, ou alors on dit rien et on continue à dire que c'était du merlot. Donc, après concertation, il fut décidé collégialement que le Carmenère s'appellerait bien Carmenère. Et en fait, ils en ont fait leur force nationale. Et le Carmenère est devenu le cépage identitaire du Chili. Il n'empêche qu'il y a aussi beaucoup de Merlot et beaucoup de Cabernet Sauvignon, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, c'est la petite histoire du Carmenère au Chili qui... C'est un peu la tarte tatin du vin. C'était un petit raté qui finalement est devenu une vraie force. Et ça, de toute façon, ça ressemble. Hein, c'est assez proche hein, en arôme, en structure, etc. Donc oui, au Chili, il y a beaucoup de Cabernet Sauvignon, écrit Cabernet Sauvignon, beaucoup de Merlot, écrit Merlot, mais il y a aussi du Carmenère qui est un cousin et qui ressemble, mais qui n'est pas du Merlot. Voilà. Pour la petite histoire du Chili. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre pays du Nouveau Monde dans lequel on trouve du Cabernet Sauvignon? Il y en a un petit peu en Nouvelle-Zélande, pas énormément, un petit peu en Nouvelle-Zélande quand même. Bon, c'est à peu près tout hein, pour le Nouveau Monde. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme joli vin alors, oh, j'ai oublié aussi le Sud-Ouest, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment ai-je pu oublier ça? Bien sûr, dans le Sud-Ouest, dès qu'on quitte Bordeaux par l'Est, on arrive dans ce qu'on appelle le Sud-Ouest en général, qui commence par Bergerac, hein, tout le Bergeracois. Évidemment, là, il y a du Merlot, du Cabernet Sauvignon et pas mal de Malbec aussi. Et puis, encore un peu plus à l'est, Buzet, qui est une appellation qui ressemble un peu au Bergeracois, parce que c'est les mêmes cépages finalement. C'est pas très très différent comme climat, ça ressemble beaucoup. C'est juste une appellation qui est un peu monopolisée par les coopératives, la coopérative vignerons du Buzet. Il n'y a que quelques vignerons indépendants, donc c'est pour ça on les trouve quand même principalement en grande distribution, c'est les vins de cette appellation, mais il y a quand même des petites choses intéressantes à trouver. Donc dans le Sud-Ouest, et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il manque un endroit assez important finalement, et d'ailleurs les abonnés de 3x20 on va avoir une petite surprise, je ne vais pas trop en dire, mais voilà quand même. En Provence, les Provences rouges. C'est vrai que on a surtout l'habitude des Provences rosées, hein, c'est plus de 90% de la production en Côte de Provence, en rosé. Mais il y a aussi des très jolis vins blancs et de magnifiques vins rouges dans lesquels on peut assembler plusieurs cépages. Alors ça peut être Syrah, Mourvèdre et Cabernet Sauvignon. Voilà, en Provence, on a le droit d'utiliser le Cabernet Sauvignon. Et il y en a pas mal, parce que c'est un cépage qui donne beaucoup de... Quand il est bien mûr, et en Provence il y a du soleil, quand on a cette belle dose de soleil, ben, ça donne vraiment des vins qui ont une belle complexité, qui donnent vraiment une dimension d'élégance et d'impact gustatif qui est vraiment très intéressante. Alors, petite dégustation, qu'en dites-vous? Je ne sais pas si vous avez un verre devant vous. Vous connaissiez le sujet du jour, donc vous avez peut-être sorti une bouteille d'un vin d'un de ces cépages ou des deux ensemble. En tout cas, moi j'ai fouillé un petit peu dans ma cave, ici dans l'endroit où je suis confinée, et j'ai retrouvé un vin que j'avais proposé à mes abonnés il y a déjà quelques temps, mais j'ai dû avoir la bonne idée d'en planquer quelques bouteilles dans ma cave ici à la campagne. Et j'ai retrouvé ça, et comme je suis contente, regardez, c'est un vin de 2010 déjà.
un vin de 2010, c'est un Haut-Médoc. Et c'est un vin qui a été fait par le château Lansan. Lansan, c'est en appellation Haut-Médoc. C'est une propriété qui est en plein renouvellement qualitatif, là, qui est vraiment superbe. C'est d'ailleurs une œnologue, une femme œnologue qui est à la tête de ce domaine. Et c'est vraiment magnifique. Et là, il y a surtout du merlot. Il y a surtout du merlot et le reste en 60-40, où il y a une petite pointe aussi de cabernet franc. Pardon, de petits verres d'eau pour compléter un peu la gamme aromatique. Mais voilà. Et donc, j'ai versé ça tout à l'heure et rien qu'en le versant, j'ai trouvé qu'il avait une couleur. Vous savez, comme c'est un 2010, on est en 2020. Donc, il a déjà un petit peu cette petite bordure qui a un peu changé de couleur, un tout petit peu acajou comme couleur. Hein. C'est finalement la couleur qui perd un petit peu de son côté jaune, hein, en vieillissant forcément. Et on a cette très très belle dégradation de couleur acajou sur le bord du verre. Et c'est vraiment super joli. Il est moins concentré qu'il ne l'était. Évidemment, il a perdu un petit peu de sa couleur. Je pense que je vais la retrouver au fond de la bouteille sous forme de dépôt. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, voilà, une très 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 jolie couleur. 2010, c'était un grand millésime. Ça suivait 2009, qui était déjà très très beau. Et finalement, je crois que 2010 était encore mieux que 2009. Un peu moins sec et avec plus d'éclat, plus de fruits. Voilà, donc le nez, comme il a 10 ans, le nez c'est plus le fruit frais comme on l'avait au départ. Hein. Ça sent plus juste le cassis et la cerise, mais on a un peu ces arômes, un tout petite pointe de champignon. Et puis ça ressemble plus à une confiture de fruits noirs et rouges plutôt que le fruit frais lui-même, celui dans lequel on croquerait quand il est tout jeune. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'est vraiment... franchement, pour moi, la partie nez, ça fait partie au moins autant que la dégustation. Parce que c'est là où ça fait appel à des souvenirs. On ne peut pas sentir une confiture de fruits noirs si on n'en a jamais senti en vrai, en fait. C'est ça qui est super intéressant, c'est que les arômes qu'on sent dans les vins, mais ça fait appel immédiatement à des souvenirs. Et donc voilà, ça fait ouvrir des petites cases et c'est ça qui est super intéressant. Donc voilà pour le nez, super. Alors en bouche, ensuite, vous vous souvenez comment on fait hein, pour déguster? On prend une bonne gorgée, ensuite on ajoute des petits filets d'air successifs, un petit peu comme là on ajoute de l'air pour que les arômes remontent en haut du verre. Et bien on fait pareil en bouche, on ajoute de l'air et ensuite on avale ou on crache quand on fait une dégustation de beaucoup de vins à la suite les uns des autres. Et ensuite on attend pour voir quelle longueur le vin a en bouche, combien de temps le vin reste avec la même intensité en bouche. Super. Je suis désolée, vous goûtez pas la même chose que moi. Une autre fois, on fera une dégustation, tout le monde avec le même vin, ce sera vraiment super. Mais là, on ne peut pas faire exactement comme ça. En tout cas, le temps a fait que le vin s'est un petit peu assagi. Là, ça caresse, ça tapisse le palais. C'est vraiment, vraiment super. Et la longueur en bouche, vous voyez, je continue à saliver finalement. Ça met l'eau à la bouche. C'est bientôt l'heure du dîner. C'est vraiment, voilà, on a ce côté un peu savoureux dans le sens où ça fait vraiment saliver. Je regarde juste... Oui, Pécharmant, bien sûr. Pécharmant aussi. Hein, les appellations du sud-ouest, elles sont toutes... ils utilisent toutes... là, dans le cas du Pécharmant, le merlot va arrondir les angles parce que parfois, c'est un peu costaud. Hein. Et les millésimes récents à Bordeaux,
Germain demande, eh bien, 19, ben, la saison des primeurs n'a pas pu avoir lieu cette année. Ça va être, on va s'en rendre compte un tout petit peu plus tard, hein, on verra. Mais bon, c'était de toute façon une très belle année. Il n'y a aucune inquiétude sur la qualité du millésime. 17 et 18 étaient des millésimes classiques, on va dire, un petit peu moins exubérants que 15, 16 et 19. Voilà, 14, 17, 18 se ressemblent un petit peu dans le sens où ils sont plus classiques et moins exubérants, moins solaires, on va dire. Voilà. Oui, Claire, effectivement, hein, l'importance du nez, c'est superbe. D'ailleurs, ton vin a un nez absolument magnifique grâce au beau travail que tu fais sur la matière première, hein, c'est vraiment le plus important. Voilà. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, on va terminer. On va terminer cette petite séance sur le Cabernet Sauvignon et sur le Merlot. Je vous propose dimanche prochain de faire un autre petit cours sur le Sauvignon blanc et le Sémillon complémentaire. Comme ça, on va faire un autre petit duo, mais cette fois en blanc, entre le Sauvignon et le Sémillon. On verra comment ils sont utilisés seuls ou ensemble, comme on l'a fait aujourd'hui avec le Cabernet et le Merlot. Et puis, n'oubliez pas, jeudi, 19h, sur Instagram, on aura une surprise, encore un duplex, hein, un petit duo, Marido plus quelqu'un d'autre. N'oubliez pas hein, ce petit rendez-vous. Moi, ça me fait très très plaisir de voir que vous êtes là. Et vraiment, vraiment, je suis ravie de ces petits rendez-vous qui me font très plaisir. N'hésitez pas à continuer à poster vos questions. Je peux y répondre même après le live puisque on va l'enregistrer. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée et puis ou une bonne journée pour ceux qui regarderont plus tard. N'hésitez pas à parler autour de vous de ces petits rendez-vous, des petits cours d'œnologie comme ça gratuits qu'on peut regarder avec un verre à la main. C'est pas si mal. Pour ceux qui me rejoignent plus tard, je suis Marie-Dominique Bradford, je suis la fondatrice de 3x20.com et nous livrons des box de vins de petits producteurs, vraiment des vins qui sortent des sentiers battus, que vous recevez à domicile, voilà, avec un livret d'explications. À très bientôt.